Je suis Philippe Desbrosses, agriculteur en Sologne et fondateur de plusieurs mouvements de l'agriculture biologique en France depuis les origines. Voilà. La démarche elle est simple, c'est que je suis né dans une famille de paysans, que j'ai connu le travail de la terre encore déjà très jeune et qu'à un moment donné je suis parti de la terre parce qu'il y avait peu de perspectives dans ce métier. On voit bien avec le nombre de paysans qui sont partis de la terre, j'avais trouvé quelque chose de beaucoup plus gratifiant pour moi et donc je suis parti. Et mes parents se sont convertis à l'agriculture biologique dans les années 60, de 67, 68 et ça m'a d'un seul coup pris du sens parce que mon père avait rencontré un de mes professeurs d'agriculture qui lui a dit « Eh bien écoutez, c'est terrible, mais on s'est trompé sur toute la ligne, il faut qu'on réapprenne tout le contraire de ce que nous avons appris. » Donc ça a impressionné mon père qui me l'a répété et moi ça m'a impressionné aussi. Et ça a déclenché tout un phénomène de retour à la terre parce que j'ai rencontré un nouveau professeur qui m'a ensuite emmené de séminaires en stage, etc. Et j'ai découvert tout un univers que j'ignorais. Et donc l'agriculture là prenait du sens pour moi, donc je suis revenu à la terre et donc j'ai pris les commandes de la ferme au début des années 70, en 74. Et donc bien entendu je voulais partager cette découverte. J'étais dans un métier où j'étais dans le spectacle, donc j'avais un carnet d'adresses très, très important. L'un de mes amis journalistes qui s'appelait Jacques Chancel, très connu, m'invite à son émission emblématique qui s'appelait Radioscopie. Et là, évidemment, j'explose parce que je parlais des paysans et que les mouvements bio étaient des mouvements naissants et que mes amis m'ont dit ben, « toi tu en parles bien, donc tu es notre porte-parole ». Et de porte-parole en fondateur des principaux mouvements d'agriculture biologique, c'est tout simplement ça l'enchaînement. C'est que je suis parmi les 4 fondateurs de la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique, qui recense aujourd'hui plusieurs milliers d'agriculteurs. Et puis ensuite, on a formé d'autres organisations et je me suis retrouvé à Bruxelles à piloter la délégation européenne pour travailler sur le règlement européen qui a ensuite étendu l'agriculture, enfin qui a permis à l'agriculture biologique européenne d'être solidaire et d'être unique avec un logo unique reconnu dans l'Europe entière. Voilà, c'est tout ça pour résumer le parcours parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, bien entendu. Expliquer cette réflexion que l'agriculture avait repris du sens pour moi par cette vision d'agriculture biologique, c'est que nous étions déjà dans ce grand chambardement de l'agriculture qui se voulait industriel et qui en quelque sorte voulait faire une agriculture sans agriculteurs. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus que quelques pourcents de population agricole, d'acteurs ruraux, pour toute une masse de consommateurs. Ce qui est un non-sens. On ne peut pas faire une agriculture sans paysans en les remplaçant par des molécules chimiques dans les champs. Grosso modo, c'est ça. L'agronomie moderne, c'est efforcer d'expulser au maximum toutes les fonctions naturelles et gratuites de l'écosystème pour leur substituer les artifices polluants et coûteux et dangereux de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Voilà. Et ça a été la règle de tous les agronomes qui d'ailleurs ne s'occupaient même plus d'agriculture parce que la plupart des gens qui sortaient des grandes écoles d'agronomie allaient plutôt dans les firmes de pesticides, dans les coopératives agricoles où on vendait aussi les pesticides et les engrais et donc s'occupaient pratiquement plus des agriculteurs. Voilà. Et la vision qui était donnée à l'époque, c'était qu'on arrive à seulement 150 000 agriculteurs en France, alors que nous étions encore 1 million à l'époque dont je vous parle. Ça paraissait pour moi, j'ai écrit à ce moment-là un livre qui s'appelle « Nous redeviendrons paysans », qui d'ailleurs c'était pas la moindre de mes fiertés, préfacé par l'abbé Pierre, qui m'a qualifié de prophète dans ce livre qu'il a écrit il y a 25 ans. Ça a été aussi un grand moment parce que beaucoup de gens se sont convertis à l'agriculture écologique, à l'agriculture biologique,
Souvent, après avoir lu le livre, quand je fais des conférences un peu partout en France, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai lu votre livre, c'était extraordinaire. » Pour moi, ça s'est ouvert, ça a pris du sens. Et bien voilà, ça avait pris du sens, je l'ai écrit et ça, j'espère, donner du sens à un grand nombre de personnes sur le territoire. C'est ce qui explique aujourd'hui aussi, je ne suis pas tout seul, bien sûr, je ne veux pas revendiquer à moi tout seul la responsabilité d'avoir développé ou d'avoir permis à l'agriculture biologique de se développer au point où elle en est, bien sûr, mais j'ai fait ma part et j'ai été très heureux de ce résultat. Je suis très heureux de ce résultat aujourd'hui, même si ça a mis du temps à venir. Hein, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ah enfin, ça y est, la bio maintenant, elle n'est plus brocardée, moquée, etc. On se dit, ben oui, c'est incontournable. Je définirais l'agriculture biologique de la manière suivante. Si on recherche une agriculture qui réponde à toutes les exigences et à tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de surpopulation, démographie galopante, d'effondrement de l'environnement, de saccage des sols, de disparition des sols. C'est une agriculture qui est plus autonome, plus économe et non polluante. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une agriculture socialement responsable et écologiquement responsable. Ça, c'est pour résumer. Voilà. Maintenant, à l'origine, le mot agriculture biologique s'est imposé pour contrer, si vous voulez, la forme d'agriculture qui est devenue dominante, qui est une agriculture à base de produits chimiques. Ce n'était pas une agriculture écologique, on avait chanté la nature pour substituer les artifices, je disais tout à l'heure, polluants et coûteux et dangereux de la pétrochimie. Est-ce que ça suffit comme démonstration? Maintenant, ça va encore beaucoup plus loin, parce que c'est une agriculture humaniste. L'écologie ne peut se comprendre qu'avec l'humanisme. Si on n'est pas humaniste, on ne peut pas être écologique, et si on n'est pas écologiste, on ne peut pas être humaniste. Parce que l'écologie, c'est aussi les rapports entre nous tous, les êtres humains. Donc il y a derrière tout ça cette dimension que vous précisiez dans votre question, enfin que vous pressentiez dans votre question, cette dimension d'une agriculture intégrée à l'époque et à la nature dans laquelle nous sommes, nous tous partie prenante. L'homme n'est pas extérieur à l'écosystème, n'est pas extérieur à la nature, il en fait intimement partie. Il l'a oublié et il traite la nature comme quelque chose d'étranger en essayant de la dominer. J'ai coutume de dire « l'homme fou brûle la terre qu'il nourrit ». C'est ça qui se passe à l'heure actuelle avec les produits chimiques. Et donc il y a intérêt à revenir très vite, il y a urgence à revenir très vite à une agriculture qui respecte les écosystèmes et qui nous amène une nourriture de qualité qui permet d'entretenir la santé et le bien-être dans la population. C'est plus facile aujourd'hui quand même de le faire admettre avec le grand désenchantement où enfin la population découvre que le bonheur n'est pas une grande usine. Ce qui a été quand même pendant quelques décennies la foi avec laquelle fonctionnait le monde, le progrès était synonyme de gigantisme, de grosses machines, d'usines, etc. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas être heureux, qu'il y avait quand même une dimension de l'humain qui n'était pas servi, qui n'était pas nourri dans cette vision et dans ce choix, dans cette direction. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de dire nous devons nous associer et coopérer tous les êtres humains à la fabrication en partie de notre nourriture quotidienne. Ça passe par les jardins partagés, ça passe par tous les exemples de jardiniers, qu'on soit aristocrate ou jardinier de base. Il y a actuellement un engouement extraordinaire pour le retour à la nature, mais pour un retour utile, c'est qu'en fait les gens veulent cultiver leurs légumes, leurs fruits, etc. C'est vraiment, c'est pas une question de mode, c'est un mouvement de fond
qui vient de très loin et qui va se développer de plus en plus face aux peurs que nous avons, face au réchauffement climatique et face à tous les désordres de l'environnement. On n'a pas le choix. On peut être informaticien et cultiver son jardin l'après-midi. On peut être électricien, on peut être multifonction et être à la fois un mécanicien expérimenté et en même temps produire une partie de ses besoins ou des besoins de sa famille. Et c'est comme ça qu'on va retrouver et à la fois le sens et le respect de la terre et le respect des paysans qui font la nourriture. Parce que ça a été le drame de la paysannerie. D'ailleurs, Michel Serres a dit très bien, ça m'a beaucoup frappé lorsqu'on lui a posé la question à la fin du XXe siècle. Il a dit, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé de majeur dans le XXe siècle? Quel est l'événement le plus important pour vous du XXe siècle? Il a dit la fin des paysans. Et ça, je suis reconnaissant pour ça, mais j'avais lu aussi dans son contrat naturel la démonstration qu'il avait faite avec ces deux sortes de populations, les marins et les paysans qui travaillent avec les saisons, avec les rythmes naturels, et qu'on ne peut pas s'affranchir de ça. On ne peut pas, comme certains contradicteurs me regardent en disant « Desbrosses, vous nous emmerdez avec les lois de la nature, il y a longtemps qu'on s'est affranchi des lois de la nature ». Je me suis dit comment je vais me faire comprendre par ce con. J'ai simplement dit bah, écoutez, essayez donc de faire voler un avion sans vous préoccuper des lois de l'aéronautique et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, c'est la réponse. Voilà. C'est pareil pour la Terre, c'est pareil pour tout ce que nous faisons. Il faut cesser avec cette arrogance des techniciens et de la science parfois, enfin d'une fausse science, parce que les vrais scientifiques ne sont pas comme ça, évidemment. C'est de considérer que des siècles d'expérimentation et de sciences traditionnelles ou de connaissances populaires, ça vaut bien 50 années d'expérimentation scientifique. Et que les deux approches ne sont pas opposées, mais complémentaires, à condition qu'il y ait un peu moins d'arrogance et qu'on s'écoute et qu'on accepte que l'autre peut vous apporter quelque chose. Comment je vois l'avenir de l'agriculture et sa capacité à transformer la société? Je pense qu'on est parti, je le vois avec la maturité des jeunes aujourd'hui, parti dans une prise de conscience, une pleine conscience. Vous savez, il y avait quelqu'un de ma région, Rabelais, qui disait que science sans conscience était la ruine de l'âme. Aujourd'hui, si on ne remet pas la conscience et la pleine conscience dans tous nos actes, dans toutes nos réflexions, on n'y arrivera pas. La pleine conscience, ça veut dire la responsabilité, le respect des autres, parce que le respect des autres, c'est aussi le respect de soi-même. Si je crée un environnement qui est défavorable ou qui est violent pour mon prochain, je vais forcément, moi, en recevoir aussi le contre-coup. Donc c'est extraordinaire parce que fais à autrui ce que tu aimerais qu'il fût fait à toi-même. Cette règle d'or-là, elle prend tout son sens. Voilà. Croire que si on aide les autres, on s'oublie et qu'on va en pâtir, non, c'est le contraire. Si on met en priorité l'aide de son prochain, alors c'est presque biblique ma démonstration, mais oui, pourquoi pas? Jean-Marie Pelt me répétait souvent, cette règle d'or, elle est dans toutes les langues sur la planète. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il fût fait à toi-même. Et là, si vous mettez ça en application, il n'y a plus de problème sur la planète. Et bien pour l'agriculture, il faut simplement l'appliquer en respectant pas seulement son prochain, mais aussi son lointain, parce que les générations futures, et aussi respecter toute la trame de vie, les insectes, les oiseaux, et tout ce qui fait que nous pouvons vivre sur cette terre. Parce qu'un autre philosophe a dit, si un grain de poussière n'existe pas, l'univers ne peut pas exister parce que tout est imbriqué et interdépendant.